Imaginez-vous dans un théâtre parisien, les lumières tamisées et l'orchestre qui s'éteint, ne laissant que l'écho d'un murmure empli d'anticipation. Un homme apparaît, vêtu d'un smoking noir parfait, un sourire charmeur affiché sur son visage, sa présence suffisante pour captiver instantanément toute l'attention de la salle. Ce personnage, c'est Georges Guettari. Cet artiste légendaire, d'un charisme exceptionnel, était l'un des visages les plus emblématiques de la scène musicale française du XXe siècle, aussi bien sur Broadway qu'à Paris. Sa voix de ténor, sa prestance et son allure de latin lover n'ont laissé personne indifférent. Mais si la musique s'éteint et que les projecteurs s'éclipsent, que reste-t-il vraiment de l'homme qui se cachait derrière l'image d'un séducteur aux airs romantiques? Ce qu'on sait moins, c'est que derrière la gloire et le succès, Georges Guettari a eu une vie marquée par des épreuves difficiles, des choix stratégiques et un profond besoin de se réinventer. Né Ambrose Vorlou à Alexandrie, en Égypte, en 1915, il a traversé des époques de turbulences politiques et sociales, de changements de pays, de nom et d'identité. De cette ville cosmopolite où les cultures se mélangent est né un jeune homme au destin incertain, qui a dû lutter contre l'adversité pour se frayer un chemin dans le monde de la musique. Ses parents, d'origine grecque, avaient choisi Alexandrie comme refuge pour fuir les guerres et la misère dans les Balkans. Mais la pauvreté les rattrapa, et ce n'est pas dans le confort d'un foyer aisé qu'Ambrose grandit. Son père, travailleur acharné dans les plantations de coton, peinait à joindre les deux bouts, et l'enfance d'Ambrose, bien que baignée par les sons de sa culture et de la musique, ne fut pas celle d'un enfant privilégié. Les premiers souvenirs d'Ambrose sont marqués par les leçons du piano données par son oncle, Tasso Giannopoulou, un pianiste de concert reconnu en Europe. Il l'encouragea à quitter Alexandrie pour venir à Paris, afin d'y étudier la musique et d'affiner son talent. Le destin d'Ambrose bascula le jour où il prit le bateau pour la France, abandonnant derrière lui sa terre natale, son nom et une partie de son identité. Ce voyage, plus qu'un simple changement géographique, devenait celui de la survie, d'une transformation radicale d'un homme qui allait se réinventer pour s'adapter à un monde en plein bouleversement. À Paris, ce jeune homme rêveur se lança dans des études de commerce, mais la musique le rattrapa bien vite. L'appel des conservatoires et des scènes parisiennes résonna plus fort que l'appel des chiffres et des affaires. C'est dans le monde feutré de la musique classique qu'Ambrose se distingua. À force de travail, de rigueur et de persévérance, il perfectionna sa voix, un ténor lyrique doté d'une souplesse et d'une clarté incroyables. C'est à ce moment-là qu'il choisit d'écouter la musique, non pas seulement en tant qu'étudiant, mais en tant qu'artiste, prêt à se lancer dans une carrière qui allait le propulser sur les plus grandes scènes du monde. Cependant, la guerre allait changer le cours de son existence. En pleine occupation nazie, Ambrose, désormais connu sous le nom de Georges Guettari, fit un choix radical, se cacher sous une nouvelle identité pour survivre. Ce changement de nom, loin d'être anodin, fut une décision de survie, un geste désespéré mais nécessaire pour éviter les persécutions. En adoptant une identité plus française, il espérait passer sous le radar de l'occupation. Son choix s'avéra salvateur, mais ce sacrifice allait marquer l'homme tout au long de sa vie. La question qui demeure aujourd'hui est: pourquoi un homme à la carrière brillante, adulé par le public, a-t-il disparu aussi soudainement des radars internationaux après sa célébrité? Pourquoi son héritage est-il resté en grande partie dans l'ombre, alors qu'il incarna l'élégance, le charme et la beauté d'une époque révolue? L'histoire de Georges Guettari est celle d'un homme qui a dû jongler avec son passé, ses origines et ses aspirations, tout en portant le fardeau de ce masque qu'il avait dû adopter pour exister dans une époque en perpétuel changement. Cette histoire est celle d'un artiste qui a chanté, dansé et vécu pour le public, mais qui, au fond, restait un homme solitaire en quête d'une identité véritable et d'une reconnaissance plus profonde que celle des projecteurs. Ambrose Vorlou naquit à Alexandrie, en Égypte, en 1915, dans une époque où le monde semblait se déchirer sous les tensions géopolitiques et les changements rapides des sociétés. Il venait d'une famille grecque, profondément ancrée dans les traditions culturelles de ses ancêtres, mais également marquée par les réalités brutales de l'exil et de la pauvreté. Les parents d'Ambrose avaient quitté les Balkans, fuyant les guerres et les instabilités économiques, pour s'installer à Alexandrie. Cependant, malgré l'attrait cosmopolite de cette ville vibrante, la réalité était bien différente pour une famille ouvrière. Son père, un simple ouvrier dans une plantation de coton, passait ses journées à travailler sans relâche pour gagner à peine de quoi nourrir ses 9 enfants. La maison où Ambrose grandit était tout sauf un modèle de confort. La pauvreté faisait partie du quotidien, et la musique, bien qu'elle fût présente, était un luxe rare. Pourtant, c'est précisément grâce à cette rareté que la musique acquit un rôle presque sacré dans la famille. Dès son plus jeune âge, Ambrose fut captivé par les sons mélodieux qui provenaient des mains expertes de son oncle, Tasso Giannopoulou, un pianiste de concert renommé qui parcourait l'Europe pour ses performances. Tasso,
Bien qu'il ne fût pas marié et sans enfant, développa une affection particulière pour son neveu. Il reconnut chez le jeune Ambrose un potentiel insoupçonné, une sensibilité musicale qui lui rappela la discipline nécessaire pour atteindre les plus hauts niveaux artistiques. À l'âge de 19 ans, lorsque la guerre semblait avoir propulsé le monde dans un tourbillon de destruction, Tasso invita Ambrose à quitter Alexandrie pour venir étudier à Paris. Ce n'était pas simplement une invitation à découvrir le monde, mais un geste profond, presque paternel, de l'oncle qui voyait en son neveu l'opportunité d'échapper à la pauvreté et de s'épanouir dans l'art. Dans un contexte où l'Europe était en proie à des tensions politiques de plus en plus fortes, l'idée de quitter Alexandrie semblait être une échappatoire à la misère et à l'incertitude qui menaçaient l'avenir d'Ambrose. Ainsi, le jeune homme se rendit à Paris, non seulement pour y apprendre le commerce, mais aussi pour s'immerger dans une ville où l'art et la culture étaient considérés comme des priorités absolues. Cependant, dès son arrivée à Paris, Ambrose se rendit rapidement compte que la voie du commerce international n'était pas celle qu'il voulait suivre. La ville, dont le rythme effervescent et les murs imprégnés d'histoire le fascinaient, lui offrait un monde qui semblait bien plus prometteur que celui des affaires. Le Conservatoire de Paris, ainsi que les salons et les théâtres qui ponctuaient la capitale, se firent entendre avec plus d'intensité que les classes de commerce et les obligations administratives. C'est dans ce climat artistique que le jeune Ambrose se retrouva irrésistiblement attiré. Il suivit des cours de piano et de chant avec une rigueur impressionnante, inspiré par son oncle, et les coulisses de l'opéra parisien devinrent rapidement son terrain de jeu favori. Au fil de ces années de formation, la voix d'Ambrose se développa avec une puissance qui impressionna ses maîtres. Mais ce n'était pas seulement sa technique qui captivait, c'était la musicalité innée qui semblait vibrer dans chaque note qu'il chantait. Lors d'une répétition, il fut remarqué par le célèbre violoniste Jacques Thiba, qui, étonné par la voix pure du jeune homme, lui donna une chance de chanter à ses côtés. Cette rencontre fortuite fut un tournant décisif dans la vie d'Ambrose. Thiba, impressionné par le talent brut d'Ambrose, l'encouragea à poursuivre ses études et à affiner sa technique vocale. À partir de ce moment, Ambrose se consacra entièrement à la musique. Mais ce n'était pas suffisant pour percer dans le milieu artistique parisien. L'accent et les origines d'Ambrose le marquaient encore comme un étranger. Il n'avait ni les références des anciennes écoles prestigieuses, ni les contacts dans les salons mondains. Il n'était pas un fils de la noblesse, et son accent étranger trahissait une origine qui, bien que fascinante, ne l'aidait pas à s'intégrer pleinement dans le cercle fermé des artistes parisiens. En dépit de son charisme et de son talent indéniable, il restait un exotique, un outsider dans un monde où l'appartenance à un certain cercle social était primordiale. C'est ainsi qu'il se retrouva coincé dans une double réalité, l'aspiration à être un artiste reconnu à Paris, tout en devant composer avec l'image de l'étranger qu'il incarnait. L'exotisme de son origine était à la fois un atout et une limite. Il devint une figure intrigante, mais toujours perçue à travers le prisme de ses racines grecques et de son accent étrange, qui, bien que séduisant, ne lui ouvrait pas entièrement les portes de l'élite parisienne. Le monde de la scène était tout à la fois un lieu de promesses et de barrières invisibles, et Ambrose dut faire face à ce dilemme dès ses premiers pas dans la capitale. Alors qu'Ambrose poursuivait son apprentissage à Paris, l'appel de la scène devenait de plus en plus pressant. Il n'était plus question de s'épanouir uniquement en tant que simple étudiant en musique, mais de s'affirmer comme un artiste à part entière. Ce fut dans cet environnement foisonnant de créateurs et de génies musicaux qu'Ambrose, désormais un jeune homme déterminé, eut la chance de rencontrer Nino Valin, une soprano de renommée internationale. Cette rencontre fut une étape déterminante dans son parcours artistique. Valin, une figure respectée dans le monde de la musique classique, accepta de prendre sous son aile ce jeune talent prometteur qu'elle trouvait tout à fait particulier. Au-delà de son accent et de son apparence de jeune homme grec, Ambrose possédait quelque chose de rare. Une voix pure et émotive qui, bien que brute, avait une âme. Nino Valin, dans un geste généreux, lui offrit des leçons de chant. Elle le qualifia rapidement d'artiste naturel, un terme qui semblait à la fois simple et complexe pour définir un talent comme le sien. Sa voix, bien qu'encore imparfaite, portait une intensité émotionnelle qui frappait quiconque l'écoutait. Elle n'avait pas encore la maturité d'un ténor accompli, mais son timbre était empreint d'une sensibilité qui le rendait immédiatement reconnaissable. Lors de ses répétitions, il parvenait à chanter sans effort, glissant dans l'aigu avec une douceur surprenante et phrasant les mélodies avec une aisance qui trahissait son savoir-faire instinctif. Pourtant, ce qui frappait le plus chez Ambrose, c'était sa capacité à transmettre la nostalgie dans chaque note, comme si chaque chanson qu'il interprétait portait en elle une histoire, un passé lointain, une mémoire enfouie. Cette capacité à faire vibrer les émotions profondes était une marque de fabrique qu'il allait garder tout au long de sa carrière. Mais Ambrose ne se contentait pas de ses dons naturels. Il savait qu'aucun artiste ne parvenait à la perfection sans travail acharné.
Il n'était pas de ceux qui se contentaient de la reconnaissance immédiate de leur talent. Chaque note qu'il chantait, chaque phrase musicale qu'il prononçait était le fruit d'un effort constant et d'une discipline de fer. Sa formation, bien que non conventionnelle, allait vite l'amener à se distinguer par sa maîtrise technique, acquise non seulement à travers ses leçons de chant, mais aussi en étudiant l'harmonie et le piano dans la tradition des plus grands maîtres. Si sa voix se développait sous l'œil vigilant de Vallin, son approche de l'art dramatique était également une priorité. Ambros se rendit vite compte que l'opérette et le théâtre musical demandaient une discipline différente de celle des simples concerts de musique classique. Pour parfaire son arsenic, il se tourna vers les Cours Simon, une école de théâtre prestigieuse où il apprit les rudiments de l'expression scénique, de la gestuelle et de l'interprétation. Bien qu'il n'eût jamais été un homme extraverti, Ambros savait que, pour briller sur scène, il devait incarner ses personnages, les vivre avec une intensité qui dépasserait la simple technique vocale. À chaque étape de sa formation, Ambros se métamorphosait. Il n'était plus le jeune homme timide et réservé qu'il avait été en arrivant à Paris. Son talent, qu'il cultivait avec une rigueur exemplaire, commençait à porter ses fruits. Son accent grec, qu'il avait d'abord marqué comme un étranger dans les salons parisiens, devint une signature. Cette touche d'exotisme qu'il portait en lui, loin de l'éloigner des milieux artistiques, commença à devenir un atout qui attisait la curiosité du public. Les Parisiens et les producteurs d'opérettes le voyaient désormais comme une figure fraîche, originale, différente des autres chanteurs en vogue. Il réussit peu à peu à s'imposer comme un artiste à part entière, malgré les barrières sociales et culturelles auxquelles il se heurtait. Mais au-delà de ses progrès artistiques, la situation en France, à cette époque de l'entre-deux-guerres, n'était pas facile pour un étranger. Paris, bien que capitale de l'art et de la culture, restait un endroit où les origines, l'accent et les relations sociales jouaient un rôle crucial dans la reconnaissance d'un artiste. Ambros n'avait ni réseau de contacts ni titre prestigieux à son nom. Il n'était pas issu de la bourgeoisie parisienne ni des grandes écoles d'art. Le monde des music-halls et des théâtres parisiens, s'il lui offrait des opportunités, le réservait aussi aux artistes qui avaient les bons parrains et un ancrage local fort. Ambros était donc contraint à une double vie, celle d'un artiste talentueux qui devait encore prouver sa place dans le monde parisien, et celle d'un homme qui, tout en cherchant à s'intégrer à la société française, n'oubliait jamais d'où il venait. À la fin des années 1930, le vent de la guerre soufflait de plus en plus fort sur l'Europe. Pour Ambros, jeune homme talentueux et déterminé, ce tournant historique allait être celui de sa transformation la plus profonde. Paris, capitale de l'art et de la culture, était désormais une ville sous haute tension, où l'inquiétude grandissait à mesure que la Seconde Guerre mondiale se profilait à l'horizon. Les tensions politiques, les bombardements et l'occupation nazie mettaient à l'épreuve la sécurité de tous, mais plus encore celle des étrangers. La guerre n'épargnait personne, mais elle frappait particulièrement ceux qui n'étaient pas nés sur le sol français, comme Ambros, ce jeune homme d'Alexandrie dont les origines grecques étaient un lien ténu à un monde qui s'effondrait. La France occupée par les nazis imposa de nouvelles lois de surveillance, de déportation et de persécution. Pour un étranger sans papier solide, comme Ambros, la menace était constante. En tant que grec, il se retrouvait dans une position particulièrement vulnérable. L'occupation nazie menaçait d'effacer de nombreuses vies, et la situation d'Ambros, qui n'avait aucune appartenance particulière à la France, devenait de plus en plus périlleuse. Un simple contrôle de police ou un dénonciateur malveillant pourrait suffire à le faire disparaître. C'est dans ce contexte d'incertitude extrême qu'Ambros prit une décision radicale, mais vitale. Il décida de changer de nom. La transformation de l'Ambros grec en un Georges Guettari français marqua le début d'une nouvelle vie, une vie d'artiste à la fois camouflée et libérée de l'angoisse de la guerre. Georges Guettari, un nom qui semblait plus ancré dans le sol français, plus local, plus discret. Il choisit ce patronyme en hommage à une petite ville basque qu'il avait visitée avant la guerre, une ville qui lui offrait une sécurité, une simplicité et un air de normalité, loin des dangers imminents. Ce nom ne portait aucun passé historique ni grande charge familiale, mais il suffisait pour éviter les soupçons. Avec cette nouvelle identité, Ambros plongea dans une autre réalité. Non seulement il modifia ses papiers administratifs, mais il s'effaça complètement derrière ce masque. L'artiste, la star en devenir, n'était plus qu'une silhouette sous un nom qui appartenait à une France pleine de contradictions. Une France à la fois invincible dans sa culture et vulnérable sous l'occupation. Le changement de nom n'était pas seulement une question de survie, mais aussi un renouveau artistique. Sous le nom de Georges Guettari, il adopta un rôle qui allait le propulser dans un monde où la célébrité devenait une bouée de sauvetage. C'est dans ce contexte de guerre et de précarité que Georges Guettari commença à se produire dans des cabarets parisiens, des music-halls, des lieux où l'élégance et l'optimisme étaient encore des valeurs refuges.
Il était désormais un homme de scène, un artiste capable de séduire son public avec son allure impeccable, son sourire charmeur et sa voix suave. Sa transformation était complète, non seulement dans ses papiers, mais aussi dans sa manière d'être. Guettari n'était plus simplement un grec d'Alexandrie. Il était devenu un personnage tout droit sorti de l'imaginaire français, un latin lové, un séducteur au charisme irrésistible, apprécié dans les salons parisiens. Cependant, cette métamorphose n'était pas sans coût. Au-delà de la protection que lui offrait ce nouveau nom, il devait sacrifier une part de son histoire personnelle. La guerre l'avait forcé à enterrer son passé, ses racines et son identité. Le jeune Ambrose Vorloo n'existait plus, et avec lui disparaissait une grande partie de la lutte de sa famille, de son histoire d'immigrant et des sacrifices que ses parents avaient faits pour lui offrir un avenir meilleur. En choisissant de se fondre dans la France de l'après-guerre, Georges Guettari optait pour une célébrité qui ne l'autorisait pas à revenir sur son passé. Il n'était plus libre de parler de ses origines ni de la peur qui l'avait poussé à se cacher derrière ce nom. Le public, de son côté, l'adorait. La France d'après-guerre, dévastée et en quête de reconstruction, accueillait à bras ouverts ce chanteur venu d'ailleurs, dont la voix et la présence sur scène rappelaient l'élégance des années passées. L'exotisme d'une origine méditerranéenne, conjugué à l'aspect charmant et raffiné de son personnage, plaisait beaucoup. Georges Guettari incarnait le romantisme, la légèreté et la beauté, des valeurs que la France des années 1940 et 1950 voulait retrouver après la guerre. Mais derrière les lumières et les applaudissements, Guettari portait une lourde charge intérieure. En tant que Georges Guettari, il vivait une réalité éclatée, où son identité véritable se trouvait effacée. Il chantait l'amour et la romance, mais n'avait plus accès à une part de lui-même, de son histoire, de son héritage familial. À chaque ovation, il se sentait quelque peu en décalage, comme si un vide s'était formé entre ce qu'il incarnait sur scène et ce qu'il était réellement. C'est ce paradoxe qui marquait la complexité de sa vie d'artiste. Il était aimé du public, adulé même, mais à un prix élevé. Le nom de Georges Guettari, symbole de sa survie, allait aussi être celui de sa carrière de star. Il devint une figure incontournable du paysage musical français, admiré dans les music-halls parisiens, mais avec un secret qu'il n'évoquerait jamais ouvertement. Ses performances étaient saluées, mais dans chaque chanson, dans chaque sourire, il y avait cette trace d'ombre, celle du garçon qui avait dû disparaître pour se sauver. Les années 1940 et 1950 marquèrent le sommet de la carrière de Georges Guettari. Après la guerre, dans une France qui cherchait à se reconstruire et à retrouver ses repères culturels, Guettari devint l'incarnation même de l'élégance et du charme. Son nom, désormais reconnu de tous, était synonyme de grâce, de romance et de glamour. Si la guerre l'avait forcé à se cacher sous un nouveau nom, elle n'avait pas effacé son talent. Au contraire, elle l'avait façonné, lui donnant une nouvelle identité qui serait à la fois celle d'un artiste international et d'une star des music-halls parisiens. Son ascension fut rapide. Guettari devint le ténor d'opérette par excellence de l'après-guerre, porté par une voix suave et un charisme indéniable. À une époque où la France, meurtrie par la guerre, avait soif de légèreté et de rêve, il offrait un réconfort qui allait bien au-delà de la musique. Ses collaborations avec le compositeur Francis Lopez devinrent des classiques, des succès indiscutés dans les cabarets et théâtres parisiens. Des chansons comme Caballeros, Robin des Bois ou encore à Honolulu devinrent des incontournables de la scène musicale française. Elles étaient des hymnes à l'exotisme et à la fête, des mélodies pleines de promesses, de rire et de douceur. Ces succès n'étaient pas seulement dus à sa voix envoûtante. Guettari savait qu'une performance sur scène ne se résumait pas à chanter. C'était aussi une question de présence, de discipline et d'un professionnalisme qui était devenu une véritable marque de fabrique. Il répétait sans relâche, s'assurant que chaque mot, chaque geste, chaque mouvement était parfait. Contrairement à d'autres artistes de son époque, plus flamboyants et exubérants, Guettari préférait une approche plus soignée et réservée. Il mettait un point d'honneur à soigner chaque aspect de ses performances, la diction, le costume, la posture et bien entendu la musicalité. Cette rigueur, souvent absente chez d'autres stars de l'époque, faisait de lui un artiste respecté et admiré, capable de transmettre la moindre émotion avec une rare précision. À l'écran, sa carrière se poursuivit tout aussi brillamment. En 1950, Georges Guettari franchit l'Atlantique pour une première apparition sur Broadway dans la production Arms and the Girl. Bien que cette production n'eût qu'un succès modéré, la prestation de Guettari ne passa pas inaperçue. Il fut récompensé par un Tony Award du meilleur interprète étranger, salué pour son élégance naturelle, sa voix impeccable et la finesse de son interprétation. Les critiques américaines le qualifièrent de très français, louant la distinction et la douceur de son jeu.
Si le spectacle ne connut pas le succès qu'on en attendait, la présence de Guettari fut un moment fort, une pièce maîtresse qui contribua à marquer son empreinte dans l'histoire du théâtre musical. Cependant, malgré cet accueil chaleureux sur Broadway et ses premières grandes félicitations à l'international, Guettari restait discret et délibérément éloigné de la machine médiatique qui régissait les célébrités américaines. Il refusa les contrats à long terme à Hollywood, préférant revenir à Paris, où il pouvait garder un certain contrôle artistique. La France était son terrain, celui où il se sentait chez lui, et où sa popularité atteignait des sommets. Il était désormais une figure incontournable du paysage culturel français. Son image de latin lové, de séducteur au charme inaltérable, fut renforcée par sa collaboration avec de grands noms du cinéma et du théâtre musical. Dans le film Un Américain à Paris, 1951, réalisé par Vincent Minnelli, il incarna un rôle secondaire mais mémorable, celui de Henry Borel, le rival amoureux de Jane Kelly. Bien qu'il n'eût que 3 ans de moins que Kelly, son personnage était perçu comme plus âgé et plus sage, un homme avec une noblesse de cœur et un charme discret, mais néanmoins puissant. Le film, qui remportera 6 Oscars et restera une référence incontournable dans l'histoire du cinéma musical, offrit à Guettari l'opportunité de se faire connaître du grand public international. Lors de son numéro musical Stairway to Paradise dans le film, Georges Guettari fit une démonstration parfaite de son talent. Sa gestuelle précise, son phrasé impeccable et sa maîtrise de la scène musicale contribuèrent à faire de ce moment un des plus mémorables du film. Le public, conquis par sa prestation, comprit que l'acteur ne se contentait pas seulement d'être un chanteur, il était avant tout un artiste complet, capable de maîtriser la scène avec une fluidité et une aisance rares. Bien que l'on parle rarement de lui dans les grandes rétrospectives hollywoodiennes, sa participation à Un Américain à Paris fut un sommet de sa carrière internationale. Dans les années 1950 et au début des années 1960, Guettari consolidait son image de star des music-halls, tout en naviguant avec un talent exceptionnel entre la chanson, l'opérette et le cinéma. Ses duos avec des figures emblématiques comme Bourvil ou Annie Cordy furent des succès populaires. Il continua de représenter ce qu'il y avait de plus élégant et raffiné dans le monde du spectacle français. Mais derrière cette image du séducteur intemporel se cachait un homme qui, tout en étant chéri du public, restait extrêmement privé dans sa vie personnelle. Et voilà, c'est ainsi que se termine l'histoire de Georges Guettari, l'un des plus grands ténors d'opéra français, dont l'élégance et la voix ont enchanté des générations, mais dont le nom, malheureusement, s'est éteint dans l'oubli. Un artiste qui, bien qu'adulé, a vécu en marre de la célébrité, un homme qui a dû changer d'identité pour survivre et qui a payé, au prix fort, pour son succès. Un héritage discret, mais qui reste gravé dans l'histoire de la musique et de la scène. Un artiste de l'ombre, mais de lumière, dont les dernières années nous rappellent que le talent ne suffit pas toujours pour rester sous les feux des projecteurs. Alors, dites-moi, quel est votre moment préféré de Georges Guettari? Quelle chanson ou quelle scène vous a marqué le plus? Et pourquoi? Selon vous, son héritage est-il estompé avec le temps? Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter. Ça m'aide énormément et surtout, ça me permet de savoir quel genre de contenu vous aimez. Activez aussi la cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout, partagez cette histoire autour de vous. Qui sait, peut-être que d'autres redécouvriront cet artiste talentueux grâce à vous.